toute personne peut se sentir en difficulté d'acceptation de soi, de regard par rapport à l'autre, donc c'est pas spécifique au gay, mais en consultation, que ce soit dès le début ou un peu plus tard dans le suivi, la question de l'acceptation, elle est centrale. Aujourd'hui, nous sommes chez le docteur Boursier. Bonjour docteur. Bonjour. Je vous laisse nous expliquer ce que vous faites, quel est votre quotidien, votre pratique. Et psychothérapeute, plus précisément dans les thérapies cognitives et comportementales. Ouais. Alors, j'aime bien dire que j'ai ces 3 casquettes parce que c'est vraiment ces 3 casquettes que j'utilise dans mes consultations. Et je vais naviguer entre ces différents thèmes ou pratiques. Je suis arrivé un peu tardivement sur le domaine de la psychiatrie, voire de la sexologie. Moi, je suis originaire de Toulouse. J'ai fait toutes mes études à Toulouse. J'ai commencé à travailler à Toulouse en tant que psychiatre. Mais avant d'arriver en psychiatrie, durant mes études, j'étais assez hésitant sur la spécialité que je voulais faire. Ah, pourquoi ? Parce que j'ai pas forcément très bien vécu mes études de médecine, dans le sens où, j'ai pas eu d'événements particuliers, mais j'avais un peu de mal à me retrouver dans ce milieu médical où on va dire la médecine somatique ou organique, que ce soit l'ambiance dans les services, où il y avait quelque chose de, je trouvais peu... Engageant, vous n'étiez pas à l'aise ? Ouais, pas forcément à l'aise, mais c'est après coup que j'ai compris pourquoi. Et arrive le concours de l'internat, donc qui est à la fin de la 6e année, où on doit choisir une spécialité, on doit bosser pour le concours, et j'étais très hésitant sur ce que je voulais faire. J'avais une idée de gynéco-obstétrique, j'avais quelques spécialités qui me plaisaient, mais sans grande conviction. Et arrivent les résultats du concours, où je ne pouvais pas avoir, à Toulouse du moins, les spécialités que j'avais en tête. Donc je vois ce que je pouvais avoir, et j'avais la psychiatrie. Et finalement, par hasard, au dernier moment, je me suis dit pourquoi pas aller voir ce que c'est la psychiatrie. J'ai contacté un prof de manière assez naïve qui m'a adressé à une chef de clinique et je suis allé faire un stage d'observation d'1 semaine au mois de juillet. Alors, je vous coupe une seconde. Ouais. Dites-moi, quel avis vous aviez sur la psychiatrie avant d'aller faire ce stage ? J'avais un avis, je dirais, neutre, au sens pas négatif. J'avais quand même, et je pense comme beaucoup de médecins ou étudiants en médecine, voire population générale, un a priori, notamment sur le stigma des patients, les patients psy. On dit, tout ça c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les urgences, tiens c'est un patient psy, et donc il y a quand même un stigma, et ça on le voit dans les troubles psychiques, un stigma des troubles psychiatriques. Donc je pense que j'étais pas indemne de ça, mais j'avais pas non plus un avis négatif. D'accord. Ni très tranché apparemment. Ni très tranché. Quelque chose qui était là, mais qui était pas... Mais je m'étais quand même dit, ça fait pas partie des spécialités nobles. Oui, voilà. Donc plus attiré, comme tout bon étudiant en médecine qui se respecte, on va être plus facilement attiré par des spécialités... la chirurgie, la cardio, la neuro ou la dermato, des choses qui sont beaucoup plus valorisées durant le cursus. C'est intéressant parce que vu le sujet dont on va parler aujourd'hui, la valorisation et la vision que les gens ont de nous, donc c'est plutôt tout à fait. le jugement, c'est très intéressant. Et donc du coup, comment ça se passe ? Vous allez pour votre stage ? Je fais mon stage d'observation et là, déclic. Ouais. Le déclic. Le stage dure combien de temps ? 1 semaine, et en quelques jours, moi j'aime bien dire que j'ai été marqué par le fait que dans un service de psychiatrie, les gens se disent bonjour. C'est pas le cas ailleurs ? On dit bonjour à l'externe, on dit bonjour à l'étudiant qui est de passage. Alors est-ce que c'était biaisé ? Mais moi j'aime bien dire que j'ai eu cette impression on tient en compte de la personne, du professionnel, quel que soit le niveau d'études, quelle que soit la profession. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Après coup, j'ai compris que c'était un service aussi c'était un bon service. À Toulouse, toujours ? Ouais, à Toulouse, un service qui était apprécié. Après coup, j'ai compris que c'était un service qui était réputé, avec des gens qui aiment leur boulot. Donc, c'était aussi normal que je ressente cette ambiance-là.
Mais c'est quelque chose que j'ai confirmé durant le cursus en tant qu'interne de psychiatrie, où il y avait cette ambiance bienveillante. Ça m'a beaucoup marqué, et surtout, en voyant certains entretiens, en faisant la visite dans le service de psychiatrie, j'ai compris que c'était ça que j'aimais, que je voulais faire, et surtout du fait de l'écoute de la personne. D'accord. D'être à l'écoute, dans une bienveillance, dans une compréhension. Donc l'humain avait sa place. Et la relation avait sa place. Et ça, c'est quelque chose que vous avez trouvé qui était très différent par rapport à... Complètement. À d'autres services où, bien sûr, qu'il y avait des services, je pense à la maladie infectieuse, où c'est un service que j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait aussi la place de l'humain. Il y a d'autres services, bien sûr, où on retrouve cette relation humaine entre le soignant-soigné. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus marqué dans un service de psychiatrie. D'accord. Donc déclic, et là je me dis, ah ouais, mais en fait, tout ce que j'avais bossé pendant l'internat, pendant le concours, oui, en fait, ça m'intéressait. Et là, j'ai refait mon histoire. Et ce décalage ou le fait de ne pas être complètement à l'aise dans certains services, j'ai compris que c'était parce que j'étais, en fin de compte, pas si intéressé que ça, même si scientifiquement parlant, j'adore la médecine, le médical, mais il y a quelque chose qui manquait. Et que là, en psychiatrie, ça ouvrait beaucoup de portes avec ce dénominateur commun de l'humain, de la relation. Et je dis que ça ouvrait beaucoup de portes parce que c'est là où j'ai réalisé que psychiatrie, c'est une spécialité, mais on peut bosser à l'hôpital, on peut bosser en libéral, on peut bosser dans plein de types de services différents, on peut avoir une pratique très différente. Ouais. Et là, ça m'a ouvert les portes et moi, ça m'a ouvert l'esprit parce que j'en avais une vision, je pense, très réduite. D'accord. Et là, je me suis dit, on y va. Et donc, a démarré la psychiatrie. J'ai commencé mon internat en psychiatrie à Toulouse, cursus classique, interne en psychiatrie, et je porte un intérêt pour la psychiatrie hospitalière, avec les troubles psychotiques. Je suis assez fasciné par certains épisodes psychotiques, comme aux urgences ou dans les services d'admission en psychiatrie. Je fais mon internat et puis je travaille dans un service, on appelle ça un service de psychiatrie adulte, les services de secteur, où les personnes sont admises en psychiatrie, ce qu'avant on appelait l'internement. Aujourd'hui on parle d'admission, d'hospitalisation avec ou sans consentement. Et je travaille 4-5 ans en tant que psychiatre adulte dans ce genre de service de secteur. D'accord. Ça me plaît beaucoup. Et puis j'ai quand même, durant mon cursus d'interne, cette envie, cet intérêt pour tout ce qui est psychothérapie. Je commence à me former à la thérapie cognitive et comportementale, mais malheureusement, je n'ai pas l'occasion de pratiquer. D'accord. J'ai cette formation. Et là, il y a aussi un intérêt pour la sexologie. Il y avait un cours qui m'avait beaucoup marqué de André Cormand, un sexologue que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup œuvré pour la sexologie en France et pour l'enseignement à Toulouse. Ça m'intéresse et là aussi je me dis, si je peux, plus tard, je ferai une formation de sexo. Et je me suis un peu, pas battu, mais j'ai œuvré pour que le diplôme que André Cormand animé, qu'il ait pu être rouvert et qu'on soit quelques étudiants et on se lance une petite équipe de 7 à suivre ce DU que j'ai beaucoup apprécié. Et le DU, c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans? Alors, bon, c'est un peu particulier, mais là, à l'époque, c'était un DU de 2 ans et on a rejoint la formation qui est nationale, un diplôme interuniversitaire qui est sur 3 ans. D'accord. Mais je ne peux pas pratiquer l'activité de sexologue ou de thérapeute cognitive et comportementale. Et la vie fait que, pour des raisons personnelles, je suis amené à déménager à Paris. Là se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue mon activité de psychiatre hospitalier, ce que j'aurais très bien pu faire, demander une mutation, être dans un service hospitalier, mais pour des raisons, disons, pratiques et puis d'intérêt personnel, je me dis, là c'est peut-être le moment de m'installer en libéral et de pouvoir pratiquer la psychothérapie et la sexologie, de développer ça. Donc là, on est déjà, excusez-moi, je vous ai coupé, on est déjà sur une formation en psychiatrie, une formation en sexo, et la troisième
Et la troisième, elle n'est pas encore arrivée. Non. Attends, psychiatrie, sexo, psychothérapie. Voilà, c'est ça. Donc il y en a déjà... Il y en a trois. Trois formations. Trois, il y a trois, ouais. Voilà. Et pourquoi je vous ai demandé d'expliquer un peu votre parcours et de prendre le temps, c'est parce qu'en fait, moi, ce que je veux faire, c'est amener aux gens, donc à vous, une parole qui n'a pas forcément tout le temps l'opportunité d'entendre et de répondre aux questions que les gens peuvent avoir. Et j'ai été très chanceux jusqu'aujourd'hui parce que j'ai eu accès à de très grands médecins, et je le dis parce qu'eux, ils ne le disent pas. Pour des questions d'humilité, et puis aussi parce qu'ils ont peur d'être jugés, je pense, entre nous, je le dis, par leurs confrères. Donc moi, je dis que j'ai la chance de pouvoir poser des questions à des médecins qui ont travaillé très dur, et qui se sont hyper formés et hyper spécialisés. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a conseillé de venir vous voir, et que c'est aussi votre cas. Donc c'est que ce que vous allez nous expliquer aujourd'hui, c'est que vous avez l'autorité et comment dire, je cherche le mot, l'expérience, malgré votre jeune âge, le début de quarantaine, parce qu'il est plus jeune que moi, le docteur Boursier. Moi j'ai 46 ans, il y a quelques années de moins que moi. Mais c'est un très gros bosseur et c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent que je connais un petit peu. On s'est déjà vu un peu à l'extérieur pour préparer cet entretien. Et donc... on peut dire que vous êtes un sacré psychiatre. Non, mais c'est moi qui dis... J'aime bien le terme expérience plus que autorité, parce que alors, oui, j'ai une expérience. C'est pas le terme autorité que je cherchais, c'est un autre, mais je m'en souviens pas. C'est légitimité ou... Légitimité. Alors, je récupère ma sauce. C'est le terme légitimité. Okay. C'est que vous êtes très légitime aujourd'hui pour aborder les sujets qu'on va aborder. Alors, vous demandez à n'importe quel thérapeute... Ouais. Est-ce qu'il se sent légitime? Il y a de fortes chances qu'il y ait une croyance limitante. Je ne me sens pas assez légitime et crédible. Oui, mais moi je vous sens très légitime. Mais je vous remercie. Ok. Donc on en était à votre arrivée à Paris, et donc vous avez cette triple casquette. Ouais. Je change de ville, Toulouse-Paris. Tout le monde me dit ça va, c'est pas trop dur le changement à Paris. Les palmiers, en fait, pour moi, c'est pas le sable fin. C'est pas le changement de ville. C'est surtout le changement quasiment de métier. Psychiatre hospitalier à psychiatre en libéral, j'ai changé de boulot. Alors c'est ça qui est sympa dans notre activité, c'est qu'on peut, en fonction de l'endroit où on travaille, de la structure dans laquelle on travaille, il peut y avoir une variété d'activités. J'ai eu cette chance de changer, et c'est ça qui était un gros changement pour moi, et je dois dire que je m'éclate dans cette activité où, je vous disais, je me navigue entre la casquette de psychiatre, la casquette sexologue et la casquette psychothérapie. Ouais, parce qu'il y a aussi un quatrième truc, c'est le sexo-corporel. Ah oui. Donc on en parlera dans la deuxième partie de l'entretien, parce qu'on est on pourrait dire la quatrième, sexothérapie. Voilà, donc sexothérapie. On va voir ce que c'est ensemble, c'est encore un autre truc. Donc là, on a 4 casquettes. Donc ça fait beaucoup de casquettes. Donc on va faire les casquettes les unes après les autres. Et donc le sujet qui nous a emmenés aujourd'hui, comme je vous l'avais expliqué en préparant cet entretien, concrètement, c'est sachant que moi, mon objectif, c'est de créer du contenu et une communauté de personnes qui soit, vous le savez parce que j'en ai déjà parlé, inclusive, et qui est dans le non-jugement et où tout le monde est le bienvenu. C'est un endroit sûr, c'est un safe space, comme on dit en anglais. On a parlé en premier avec le docteur Pavageau, on a fait une introduction à la sexualité. Ça a été assez progressif, on est même allé jusqu'au plaisir anal chez les hommes hétérosexuels, on a essayé un petit peu de décortiquer les choses, tout doucement. La deuxième partie, ça a été avec le docteur Dubois-Chevalier, où là, moi, ce que je voulais, c'était, parce que c'est aussi moi, c'est en tant qu'homme, tout ce que j'ai traversé, ma vie avec ma femme, et puis mon divorce, et puis me retrouver avec une verge qui n'est plus vraiment ma verge, mais qui est ma verge quand même. Et donc, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'apprendre et de savoir? J'ai besoin d'apprendre encore sur la sexualité féminine, d'accord? Des attentes des femmes. Donc, je suis allé voir une sexologue, femme, et qui a pu
j'ai trouvé, même si c'était quelque chose qui peut être pas forcément compris par certaines personnes, c'est un peu comme, vous savez, les femmes qui préfèrent aller chez un gynéco, une gynéco plutôt qu'un gynéco. Je pense que c'est la même chose chez les sexologues. Voilà, on va en parler. Et donc du coup, on a beaucoup discuté, c'était extrêmement riche et j'ai beaucoup appris. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue parce que là, j'ai appris plein de trucs. Et ensuite, on s'était dit, bon, on va aussi parler d'autres hommes qui restent encore, c'est-à-dire les hommes gays et les HSH. Moi, ce que j'aimerais en premier, c'est que vous nous expliquiez quelle est la différence entre les deux. Parce que vous, c'est une population que vous avez régulièrement en consultation. Donc, déjà, nous expliquer la différence et ensuite, pourquoi vous en avez beaucoup. Ok. La différence, c'est vraiment une histoire de mots et de vocabulaire. J'ai presque envie de dire... C'est la sémantique. Ouais, c'est la sémantique. Plus soit de recherche, voire des termes de santé publique. Historiquement, on va dire c'est la sexualité LGBT, donc dans LGBT, il y a le G pour gay, et c'est les droits pour les gays et la question de la sexualité chez les gays. Mais on s'est rendu compte que ce terme gay, c'était une étiquette et qui probablement ne parlait pas de toutes les personnes. Parce que soit il y a des personnes qui ont une sexualité entre hommes, donc on pourrait dire entre personnes de même sexe, mais qui ne se définissent pas gays. Ou qui, si on leur pose la question, est-ce que vous êtes gay ? Non. Est-ce que vous avez des relations avec des hommes ? Ça peut. Donc ces personnes passent en dehors du radar si on a juste cette lecture gay. Le terme utilisé, qui est le plus neutre, c'est HSH pour des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. D'accord. Un terme plus récent qu'on voit dans la littérature, c'est GHSH pour les gays et les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Les gays et les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Oui. Okay. Parce qu'il peut y avoir un débat. Ouais. Le terme HSH, qui est le plus neutre et qui est utilisé en santé publique ou dans la recherche, parce que ça va inclure le plus grand nombre de personnes, mais est-ce que c'est pas aussi une manière d'invisibiliser ou de rendre moins visibles les gays? Comme s'il fallait pas trop qu'on voit cette minorité. C'est un débat. Et donc, il y a certaines personnes qui préfèrent utiliser les vrais termes. On a une patientèle gay et HSH, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Bon, ça, c'est un débat. Moi, c'est vrai que si là, vous me posez la question, je vais spontanément utiliser plutôt le terme gay que HSH. Alors, j'ai une question, du coup, qui me vient à l'esprit. Ça veut dire que, par exemple, quelle est la différence entre un HSH et un homme qui est bisexuel ? Parce que si, par exemple, moi, je suis marié, j'ai une femme, et à côté, je vais fricoter un petit peu, comme ça se fait quand même beaucoup plus qu'on l'imagine, avec des hommes. Okay, parce que la sexualité dans mon couple ne va pas, parce que j'ai une attirance pour les hommes que je n'assume pas, etc., etc. Je vais être bisexuel non assumé. D'accord ? J'ai une question du coup, c'est quelle est la différence entre les HSH et les hommes bisexuels ? Parce que, est-ce que du coup, donc les bisexuels sont les hommes qui ont des rapports sexuels avec des femmes et avec des hommes, mais les HSH, ils ont des rapports sexuels avec des hommes, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont des rapports sexuels qu'avec des hommes ou aussi avec des femmes ? Ça peut être les deux. Là, on s'amuse avec soit les étiquettes ou les mots qu'on utilise. Ouais. Je rebondis sur le terme bisexuel. Bisexuel, c'est une orientation sexuelle. Si je veux définir ce qu'est la bisexualité, je vais dire c'est une orientation sexuelle, c'est-à-dire je vais avoir une attirance pour les deux sexes, on pourrait dire les deux genres, hommes et femmes. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai des pratiques ou des conduites sexuelles de type bisexuel. Donc il y a cette différence entre comment est-ce que je me définis ou qu'est-ce que je perçois en tant qu'orientation, en tant qu'attirance, et qu'est-ce que je fais
Qu'est-ce que je pratique? D'accord. Donc je peux être bisexuel sans jamais avoir couché avec un homme, par exemple. Exactement. On apprend tous les jours. Là, j'apprends quelque chose. On est d'accord. Donc si je suis marié avec une femme et que j'ai une attirance, je peux ressentir une attirance pour des hommes, je peux être bisexuel sans pour autant passer à l'acte. Tout à fait. D'accord. Je vais pas trop utiliser ce terme passer à l'acte. Il n'est pas forcément très bien choisi. Mais au sens que je vais pas forcément le concrétiser. Et parce que passer à l'acte, c'est un terme qu'on utilise pas mal dans l'addiction, la compulsion, et même dans l'addiction. Désolé, t'es pas très bien. Oui, c'est comme si je disais, je vais franchir le Rubicon. D'accord. Ou si on joue avec ce genre de situation sur la sémantique, je peux me ressentir, parce que je ne peux pas forcément me définir, mais je peux me ressentir homosexuel, être marié avec une femme, avoir des rapports sexuels avec ma femme, mais sentir au fond de moi que je suis d'orientation homosexuelle, mais sans forcément avoir une pratique sexuelle avec d'autres hommes. Donc, c'est tout là, on se prend un peu la tête de savoir, tiens, on met les gens dans quelle case. Et au final, on s'est rendu compte que l'orientation, il y a l'orientation ressentie, il y a comment est-ce que je me définis, c'est-à-dire que je peux ressentir que je suis de telle ou telle orientation, mais je vais avoir du mal à me définir ou à le définir pour moi-même, le définir si on me pose la question sur un questionnaire ou si un proche, un médecin me pose la question. Donc, on revient sur ce terme, qu'est-ce que font les gens, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ça va être le plus neutre. D'accord. Et ça englobe, pour le coup. Et on s'intéresse à qu'est-ce que font les gens ou alors qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire. D'accord. Et donc vous, docteur, du coup, c'est une population, autant les hommes gays que HSH, que vous avez régulièrement dans votre pratique, c'est bien ça? Oui. Et pourquoi ils viennent vous voir, vous? Difficile à dire précisément, mais mes hypothèses, c'est que tout simplement, il y a ce facteur géographique qui est que je travaille dans une grande ville et qu'il y a une population gay, on pourrait dire LGBT, et puis par les connaissances que j'ai faites au niveau professionnel, le réseau, les formations où en fait on parle de sexualité, on parle des populations qu'on rencontre et les personnes ils ont compris que je recevais ce genre de population, donc m'adresse assez facilement. D'accord. Vous n'avez pas que ça non plus comme population. Non, mais à chaque fois, quand on me pose la question, si je schématise, je vais avoir de manière générale, pour psychothérapie, parce que les gens vont essentiellement au départ me consulter pour psychothérapie, avec cette casquette de psychothérapie. Là, je vais avoir 50-50, hommes-femmes. D'accord. Et chez les hommes, c'est assez variable, mais c'est vrai que je vais avoir là aussi du 50-50, gay et non gay. Parfois, j'ai l'impression que oui, dans la journée, j'ai beaucoup plus de patients gays, mais là, c'est assez réparti. Et dans les motifs de consultation en sexologie, là, par contre, il y a un biais de genre. D'accord. On en a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué. C'est que j'ai 98% d'hommes en consulte, en sexo. Et là encore, je vais avoir... je vais avoir beaucoup de gays, mais au final, si vraiment je regarde, je serai plutôt sur du 50-50. Peut-être que c'est plus qu'un collègue ou une collègue, mais c'est assez bien réparti. Et sur le biais de genre, moi je pense que c'est comme l'exemple que vous citiez pour les gynécos. Ça va être très personnel, mais pour la sexologie, je constate avec mes collègues que les sexologues hommes vont recevoir majoritairement des hommes et les sexologues femmes vont recevoir majoritairement des femmes. Particulièrement, je pense à des collègues qui sont dans le domaine de la kiné-périnéologie ou sont sages-femmes. Donc en fait, automatiquement, elles voient beaucoup plus de femmes parce que c'est la population qu'elles reçoivent de base. Après, bien sûr qu'il y a des personnes qui vont recevoir les deux genres. Et j'ai tout de même l'impression que c'est avec le temps, l'expérience, que là, les sexologues vont avoir une population beaucoup plus variée et mixée. Et c'est en fin de compte ce qui est en train de se passer.
pour moi, parce que ça ne fait pas non plus des décennies que je suis installé, ça fait que 6 ans, là, la population se diversifie, notamment avec des femmes, parce qu'elles sont adressées par des collègues. C'est des professionnels qui les adressent, qui font qu'elles arrivent dans mon cabinet de consultation. Contrairement aux hommes qui, eux, vont assez facilement, spontanément, faire une recherche et me contacter pour une prise de rendez-vous. D'accord. Ok, donc on voit, c'est très très différent selon qu'on soit un homme ou une femme, du coup, quand on vient me voir. Le biais vers lequel, qui fait qu'ils arrivent, le chemin qu'ils amènent vers vous, il est plutôt différent. Oui. Et du coup, la question que je me pose, c'est aussi la raison pour laquelle on est ouvert aujourd'hui, c'est aussi pour expliquer aux gens qui nous regardent, qui ne sont pas forcément homosexuels ou qui ne sont pas HSH, donc déjà qu'ils apprennent qu'il y a une différence entre les deux, qu'on vient de découvrir aujourd'hui. Et ces couples-là, moi je vais vous donner un exemple très simple, moi je parle aussi un petit peu de moi. Je me suis toujours dit, moi qui ai vécu des galères de couple, et où on parle de Mars et de Vénus et d'incompréhension totale entre l'homme et la femme, que j'ai vécu moi malgré mes années de thérapie de couple et de thérapie perso, c'est pas tout le temps été facile, d'ailleurs ça s'est terminé en divorce. Et quand j'ai des amis aujourd'hui qui me parlent aussi de leur galère de couple, je me dis mais ça se trouve, un couple où c'est 2 hommes, c'est plus simple, parce qu'on fonctionne de la même façon. Donc on se comprend mieux, donc c'est plus facile quand on a un couple d'hommes ou un couple de femmes. Et l'expérience autour de moi me montre que pas forcément. C'est d'autres problèmes, d'autres difficultés. Oui. D'autres difficultés de couple, vous entendez? Oui, de difficultés, même de difficultés. Ça peut être sexuel également. Les choses s'érodent. Quand j'entends ça, moi j'ai envie de dire, et ça c'est ma posture ou ma position en tant que thérapeute, où je suis assez attaché à une démarche, on va dire, universelle. J'ai tendance à penser que peu importe l'orientation, peu importe la configuration du couple, que ce sont avant tout des personnes, que les problématiques vont être assez similaires, voire les mêmes. Entre un couple d'hommes et un couple hétérosexuel. C'est pas une histoire de genre, mais en fait d'une dynamique qui se retrouve. Et ça, on se rend compte dans des consultes de couple avec un couple d'hommes ou un couple de femmes. Les questions, on pourrait dire, très genrées qu'on s'imagine chez un couple hétéro, elle va se retrouver. Comme quoi, par exemple? Un couple d'hommes, on va retrouver probablement un découpage des activités, de qui s'occupe du linge, qui s'occupe plus de la maison, qui s'occupe de la vaisselle, ou alors plus de l'administratif. Ou alors un qui va plus avoir un rôle de bricoleur, l'autre plus dans quelque chose de détail. Donc ça, quand je dis ça, peut-être qu'on va connecter avec des rôles genrés, très binaires, masculin, féminin. Mais bon, qu'est-ce qui se passe quand c'est un couple d'hommes? Là, on ne peut plus dire. C'est masculin, c'est féminin. Donc c'est pas une histoire de genre, mais plutôt une histoire de dynamique. D'accord. D'énergie entre 2 personnes. Oui. Et comment se répartissent les choses? Donc, pour rebondir sur cette question, j'ai tendance à penser que ça va être à peu près la même chose. Ça ne va pas être si différent que ça. Il y a certes ces similitudes de genre, mais on va tout de même, dans le cas de consultation, que ce soit de couple ou de patients gays qui viennent en individuel, on va retrouver certaines spécificités ou certaines questions qu'on ne va pas forcément aborder dans le cadre de la sexualité hétérosexuelle. Lesquelles? Vous êtes curieux? Oui, très. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Alors, lesquelles? Déjà, il y a une chose de manière générale, qu'en tant que sexologue, surtout si on a une formation ou une appétence pour le volet de la santé sexuelle ou médecine sexuelle, ce qui n'est pas forcément là aussi spécifié que quand on est dans la sexothérapie. Je fais ce distinguo. Mais on a dans notre formation une sensibilité à la notion de la santé sexuelle et donc du risque infectieux. Historiquement, l'épidémie du VIH a beaucoup marqué, bousculé, et la santé sexuelle s'est beaucoup formée, organisée autour de la gestion du risque. Le risque infectieux
mais on pourrait dire aussi le risque reproductif, pour la gestion de la contraception. Tout ça, c'est la santé sexuelle. Dans la population gay, on va voir cette attention particulière sur le risque infectieux ou le risque d'IST. Donc on a dans le coin de la tête, qu'en est-il de la santé sexuelle et en particulier sur ce volet-là. On est d'accord qu'une personne qui consulte en sexo, une femme qui vient consulter, on va aussi se poser cette question-là. Mais on va être peut-être un peu plus attentif. Il y a des choses peut-être plus spécifiques qu'on va proposer. On va orienter vers la prévention, vers un service de prévention, un service de santé sexuelle avec la prescription de la PrEP, par exemple. Voilà, est-ce qu'il y a un suivi régulier ? C'est important d'expliquer ce que c'est que la PrEP, parce que les gens ne savent pas forcément, même les gens qui sont je vais être large, je veux dire, la population hétérosexuelle dans sa très grande majorité ne connaît pas l'existence de la PrEP. Et moi, je connais l'existence de ce traitement et j'ai appris il y a seulement, je crois, 1 mois qu'on peut aussi maintenant, parce que la PrEP, donc ce sont des cachets, vous avez expliqué, il y a aussi des injections maintenant. Oui, tout à fait. Donc la PrEP, qu'est-ce que c'est ? La PrEP, c'est un traitement de prévention, c'est un outil de prévention supplémentaire qui s'est démocratisé il y a que quelques années, ça fait maintenant 4-5 ans que ça peut être prescrit largement en centre de santé sexuelle, mais aussi par le généraliste. Le concept, il est simple, c'est que c'est un comprimé que l'on prend 1 fois par jour, soit de manière continue, soit à la demande, donc juste pour encadrer une période où on veut se protéger plus concernant le risque de transmission du VIH. D'accord. On prend un traitement régulièrement, tous les jours, qui permet de réduire cette exposition au risque. Une des conséquences, ou presque une des causes, c'est le constat que le préservatif n'était pas porté suffisamment, que la prévention ne fonctionne pas, donc il fallait trouver un autre moyen. Et donc on s'est dit, on va utiliser les traitements que on utilise pour traiter le VIH, c'est-à-dire quelqu'un qui est porteur du VIH. Ouais. On va les utiliser non pas pour traiter, mais pour prévenir, pour protéger. Et ça marche terriblement bien. À tel point que d'ailleurs les gens qui avaient été, on ne dit pas forcément des cobayes, je ne sais pas comment on dit, mais les gens sujets qui se sont portés à l'étude. Qui ont fait partie des études. On n'est pas allé au terme des études parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait tellement bien que déontologiquement, on ne pouvait pas aller au bout des études et qu'on a du coup donné la PrEP au groupe qui n'avait pas la PrEP. Ouais, parce que voilà. Et je crois que la PrEP est arrivée en France en 2012. C'est le premier pays. En 2012. Oui, le premier pays au monde qui l'a eu, c'était les États-Unis. Le deuxième, c'était la France. Ouais. Parce que justement, il y avait beaucoup de recherches. San Francisco, Paris, et ils ont beaucoup œuvré pour démocratiser la PrEP. Et puis aussi parce qu'ils se sont rendus compte que ça marchait très bien et qu'il y avait une augmentation du nombre de personnes qui. Et historiquement, c'était chez les personnes exposées de fait. C'est-à-dire qu'il n'était même pas question de préservatif ou pas. C'était la question des personnes très exposées, travailleurs du sexe, des populations en précarité, une population HSH que l'on savait était exposée. Et on s'est dit, on va leur proposer ce traitement. Et c'est là où on s'est rendu compte que ça avait des résultats très intéressants sur la diminution du risque de transmission du VIH. Ouais. C'est plus de 99%, je crois. 99,99 quelque chose. Et donc, on s'est dit ensuite, on va le généraliser, soit aux personnes HSH, ou alors même à des personnes qui potentiellement voudraient rajouter un niveau de couverture, de protection par rapport au VIH. Attention, ça protège contre le VIH, mais pas du tout contre les autres IST, chlamydia, gonocoque, la syphilis, qui sont des infections bactériennes. Le VIH, c'est un virus. Ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. Donc, quand on prend la PrEP, c'est ça qui est important ensuite, c'est qu'il y a un suivi. Il y a un suivi PrEP, à savoir ce qu'on propose généralement en centre de santé sexuelle, les Cégides, ou alors même un médecin généraliste peut le proposer. C'est qu'il y a une prescription de PrEP tous les 3 mois, mais tous les 3 mois, un bilan d'IST, à savoir une prise de sang pour vérifier la syphilis, le VIH, et également des prélèvements pour vérifier les infections bactériennes
chlamydia gonocoque et que s'il y a une infection, elle est traitée. D'accord, ça c'est très important de le dire parce que les gens ne sont pas forcément au courant. Et il y a même une deuxième chose qui se fait depuis pas très longtemps et qui marche apparemment très très bien, c'est le doxypep. Ouais, donc ça, c'est je citais les différentes infections sexuellement transmissibles. Ouais. Il y a le chlamydia et les gonocoques qui sont des infections bactériennes. Et il y a un traitement qui s'appelle la doxycycline, qui est un traitement que l'on peut utiliser en priorité pour le chlamydia et qui semble un peu aussi protégé par rapport au gonocoque. Et il y a eu des expérimentations, encore une fois à San Francisco, Paris, et des études qui ont montré que ça avait un intérêt en prévention. Quand il y a rapport sexuel, quand il y a une prise de risque, on peut rajouter un traitement très ponctuel. C'est une prise de doxypep pour couvrir les 24-48 heures et ça diminue le risque d'infection bactérienne, chlamydia, gonocoque. D'accord. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que on a moins de recul que pour la PrEP et c'est là aussi des infections très différentes. Le VIH, c'est un virus. Chlamydia gonocoque, c'est bactérien, donc on utilise un antibio, la doxycycline. On n'a pas trop de recul sur la question de l'antibiorésistance. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à être recommandé, qui commence à être proposé. On ne sait pas trop sur le long terme, est-ce que ça aurait des effets secondaires d'antibiorésistance, donc après des chlamydia et surtout des gonocoques résistants. Et ça, c'est aussi un sujet de santé publique, quelque chose qu'on peut redouter sur le long terme de créer des antibiorésistances. Donc avoir du mal ensuite à se soigner, à guérir par exemple d'un gonocoque résistant. D'où l'importance d'être suivi régulièrement, de faire les tests régulièrement. C'est pas juste je prends ma PrEP, je prends ma doxypep et puis c'est bon, j'ai réduit mon risque. Bon, ça c'est des débats aussi de santé publique. C'est important de se tester régulièrement parce que s'il y a une infection, il faut la traiter. Et ça c'est le plus important, d'où cette logique dans le suivi PrEP qu'il y ait certes un traitement, mais un suivi avec des tests. D'accord. J'ai envie de vous poser une question qui, je pense, qui peut paraître bête, mais qui n'est peut-être pas forcément. C'est qu'il y a beaucoup de jugements sur la communauté gay ou HSH. D'accord ? Et là, on a commencé par le risque. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, après tout, ils n'ont qu'à moins baiser. Ils n'ont qu'à moins aller à droite, à gauche, quoi. Ils n'ont qu'à faire plus attention. C'est un sacré merdier, tout ça. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on répond ? Que déjà, il n'y a pas que les gays qui ont une sexualité active. Donc ces questions qu'on est en train d'aborder en se disant que c'est plutôt spécifique à cette population-là, c'est des questions qu'on peut se poser pour une jeune fille qui commence une vie sexuelle et qui va avoir la question de la transmission d'IST, le chlamydia en particulier, parce qu'il peut y avoir des risques, si ça traîne, de complications, avec des risques d'infertilité. Ce sont des questions qui ne sont pas réservées à la population gay. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut aussi entendre dans le milieu médical. Ce stigma de la population gay et donc il faudrait limiter, avec des grandes guillemets, mais qu'on se dit que ce serait bien. Ils sont irresponsables. Ouais. Et ça, c'est tout un discours médical qui va être plutôt culpabilisant. Mais ça peut être pour les gays la sexualité. On pourrait dire pour les diabétiques, ils ont quand même qu'à moins manger de sucre. Je suis diabétique, je peux en parler. Ou dans l'obésité, ou alors moi les personnes que je vois qui sont en surpoids ou dans une situation d'obésité, il y a aussi ce sujet de la grossophobie. Donc quel est le discours renvoyé par le corps médical avec une normalisation et une culpabilisation. Donc je pense que ça nous rassure en tant que personne ou en tant que soignant de dire ils n'auraient pas dû ou il faudrait qu'ils fassent moins. Ça nous rassure. Puis il y a tous ces partenaires. Parce qu'on se le comprend. Et puis, Bon, au final, en pratique, les gens qui bossent dans la santé sexuelle, je citais les CGID, ils font un pas de côté
par rapport à ça. Il ne rentre pas dans ce cas-là, parce que c'est un piège. Au final, et c'est le constat, c'est que ça ne fait pas avancer la prévention. La question, c'est comment est-ce qu'on les amène à se protéger de manière efficace. D'accord. Donc du coup, vous avez prononcé un mot très important, c'est le mot de stigma. Donc on a une population qui est stigmatisée dans son quotidien, ou qui peut se sentir stigmatisée, mais qui peut aussi avoir du mal à s'accepter dans sa propre sexualité, dans sa propre identité. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi régulièrement dans votre pratique? Oui. Comment ça se gère? Et 3 fois oui. Parce que c'est dur d'être homosexuel, même en 2024 en France aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Ça, c'est important de le dire. Oui, c'est très dur. Alors, il y a plein de choses. C'est un gros sujet, ça. La question du stigma, on a du temps. de l'acceptation. Ce qu'on peut citer, on va commencer par une note positive. Allons-y. Ouais, c'est qu'il y a un rapport qui est sorti récemment, qui est le rapport Bajos, qui est une très très grosse étude qui s'intéresse à la sexualité des Français. Extrêmement rigoureux dans la méthodologie, ça fait référence pour nous en tant que sexologues, et ils ont mesuré dans les années 70, 2006 et aujourd'hui, en 2023. On voit l'évolution des pratiques, de plein d'indicateurs, et notamment le regard sur l'homosexualité. Ça, c'est quelque chose qui a évolué positivement, c'est-à-dire que par rapport à 2006, la population française a un regard plus tolérant vis-à-vis de l'homosexualité. Beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, mais il y a quelque chose qui est positif à ce niveau-là. Probablement, ce que expliquent entre autres les autrices, les auteurs, c'est l'impact de la loi de 2013, du mariage pour tous, qui a eu un impact sur la société, et ça c'est ce qu'on revoit aujourd'hui en 2023 grâce à cette enquête. D'accord. On peut partir du positif. Ensuite, donc, oui, il y a un truc positif. On parle du stigma, et oui, on disait que c'est un gros sujet, parce que la question de l'acceptation de soi, elle est centrale. Là, on parle, presque on va dire, de spécificité, même si je pourrais le critiquer ensuite, parce que toute personne peut se sentir en difficulté d'acceptation de soi, de regard par rapport à l'autre, donc ce n'est pas spécifique au gay, mais en consultation, que ce soit dès le début ou un peu plus tard dans le suivi, la question de l'acceptation, elle est centrale. Et surtout qu'elle rejoint l'émotion de honte. La honte est quelque chose de crucial et quelque chose que l'on va beaucoup cibler dans les consultations. J'ai une question toute bête. Ils ont honte de quoi? Ils viennent vous voir, ils vous disent qu'ils ont honte de quoi? Avant de répondre à ça, il faut revenir sur comment se construit un gay. Alors, il y a un ouvrage, moi j'aime beaucoup conseiller aux personnes qui viennent consulter sur la construction des gays. Alors malheureusement, il n'est qu'en anglais, mais il y a certains podcasts ou certains articles qui l'ont traduit. Le livre s'appelle Velvet Rage. Ok, je mettrai le lien et puis je mettrai aussi le lien des podcasts. Ça, c'est une très bonne référence pour... moi, je conseille typiquement aux gays qui vont être dans soit ce questionnement sur, quand on parle d'homophobie intériorisée, sur la question de la honte. C'est un ouvrage qui détaille ça. Qu'est-ce qu'il dit dans Velvet Rage? Il dit que un garçon qui découvre au fur et à mesure de son développement, on va penser à l'adolescence, mais en fait ça commence dès l'enfance. C'est pas à chaque fois, mais très 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 souvent, il y a cette compréhension de l'orientation dès l'enfance. Et c'est en fonction d'un contexte. Je réalise que j'ai cette attirance, or je suis dans un contexte qui n'accepte pas ça. Soit de manière très explicite, soit de manière beaucoup plus implicite, insidieuse. Donc soit je vais avoir dans le milieu familial, dans le foyer, des remarques homophobes, des choses qui me renvoient que je suis différent et je ne vais pas être accepté. Que ce que je pense ou que ce que je suis, c'est mal. Exactement. Aussi, hein. Voilà. Et donc là, on ouvre le gros tiroir de toutes les croyances que la personne gay, mais on pourrait ça le dupliquer pour d'autres situations. Mais là, on se focalise sur les gays. Avec toutes ces croyances et ces commentaires sur soi-même. C'est pas bien,
c'est sale, c'est contre nature, en fait, tous ces commentaires que l'on va intégrer et on va se convaincre. Donc ça va faire partie de la construction de la personne gay. Et je disais que ce soit explicite, mais aussi implicite. Et justement, dans Velvet Rage, il donne certains exemples que même dans un jeune garçon, un petit garçon gay qui grandit dans une famille homoparentale, avec 2 hommes, on pourrait dire, là c'est quand même très friendly, c'est open, il y a l'acceptation et il y a la tolérance. Mais il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que ce noyau familial. Il y a un environnement, il y a la société. Et même s'il y a un foyer sécurisant, safe on pourrait dire, quand il sort de cette cellule, il y a la société, il y a les médias, il y a qu'est-ce que j'entends. Et donc là, si j'entends en permanence que la société ne veut pas de moi, eh bien il y a quelque chose qui va être rejetant. Donc on est dans un vrai conflit interne en fait. Même dans un environnement familial bienveillant, tolérant, c'est tout à fait logique que la personne se construise avec cette honte d'être soi-même, parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est sale, c'est pas bien, c'est contre nature, je suis dans le péché, toutes les valeurs qui peuvent être aussi véhiculées par la religion ou la société, elle peut se construire avec cette honte. Parce qu'en fait, en fin de compte, c'est pas ce qu'on est qui est un problème, c'est la perception des autres de ce qu'on est qui fait que c'est problématique. Mais l'homosexualité en elle-même n'est absolument pas un problème. C'est une sexualité parmi tant d'autres. C'est une orientation et c'est une attirance comme une autre. Et on pourrait aussi avoir un discours d'accueil et de bienveillance par rapport à la question de la transidentité. C'est surtout en fonction de l'environnement, de la société, que la personne va pouvoir traverser et faire avec ce questionnement et évoluer de manière positive ou du moins s'épanouir. Ouais. C'est ça. En fin de compte, quelle conclusion on peut tirer de ce livre, Velvet Rage ? Moi, je retiens surtout la notion de honte et de comment est-ce que je me suis construit avec cette honte, et qu'un des mécanismes de construction, c'est la recherche de validation par l'autre. D'accord. Et que s'il y a cette honte qui prend toute la place, dont soit je n'ai peut-être pas conscience, que j'évite, que j'essaie de contourner à tout prix, il va falloir que, puisque j'ai honte de moi, je vais être validé par les autres. Et dans le milieu gay, ce qui est développé dans le Velvet, c'est que je vais chercher une validation non authentique. D'accord, ouais. Sur l'apparence, sur ce que je montre, sur est-ce que c'est des normes de genre masculine, de virilité, et que, en fait, si je rentre en contact avec les autres sur des critères qui sont, en fin de compte, assez éloignés de qui je suis, mais je suis valorisé par ça, et ça me permet d'avoir une validation, sauf que si elle n'est pas authentique, au fil du temps, je risque d'être dans une certaine souffrance, ou alors je vais être peu au clair avec qui je suis, surtout avec peu d'épanouissement. D'où la recherche de validation, on va dire, authentique. Ouais, et c'est d'être validé pour qui je suis réellement. C'est pas juste une sorte de muscle, mais qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, de faire, et que si on me décrit, j'ai envie d'être validé et que ça me décrive réellement. Et ça, en thérapie, et en thérapie d'acceptation, c'est ce qu'on appelle le système de valeurs. C'est de se sentir en cohérence avec soi-même, d'être se sentir aligné avec son système de valeurs, avant tout pour moi, mais aussi vis-à-vis des autres. D'accord. Oui, donc c'est un sacré programme, et c'est pas forcément évident, c'est un chemin. C'est un chemin. Et la première étape, et c'est pour ça que je trouve intéressant de lire ce livre, parce que au début, les personnes disent « mais non, moi, j'ai pas honte ». C'est pas un mot, surtout que l'émotion de la honte, c'est une émotion assez profonde, elle est difficile à identifier. Angoisse, tristesse, on le voit direct, on le ressent direct, plus ou moins facilement, mais quand même, on peut l'identifier si on observe. La honte, beaucoup plus subtile.
Et donc en lisant le bouquin, ça permet d'identifier et de prendre conscience que, ouais, en fait, je pensais avoir réussi dans ma vie, j'ai fait des études, j'ai un boulot, j'ai une vie sociale. J'ai rempli la part du contrat, en fait, c'est ça. Exactement. Ouais. Mais persiste tout de même cette notion de honte et il faut un peu se cacher. Ou alors, il faut être survalidé avec cette histoire de validation authentique. Et ça, c'est intéressant parce que les personnes ensuite prennent conscience et il y a cette notion d'évitement de la honte. On va pouvoir s'attaquer à ok, qu'est-ce que j'évite, qu'est-ce qui est inconfortable et là opérer un changement. Et c'est vrai que du coup, je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire, parce que je trouve que c'est très important. Dans cette acceptation, on remplit sa part du contrat. C'est-à-dire qu'on est un homme gay aujourd'hui, on travaille, on paye ses impôts, on vote, on fait partie de la société, d'accord, on paye son obol. Mais jusqu'il n'y a pas longtemps, on n'a pas le droit de se marier. On n'a pas le droit d'être protégé. Alors, il y en a qui disent « Oh, mais il y avait le Pacs c'était suffisant ». Non, le Pacs ne garantit pas les mêmes protections pour un couple gay ou hétéro ou lesbien qu'un couple marié. Et je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que pour les couples gays, le fait de pouvoir se marier depuis 2012-2013, ça a été un vrai... d'avoir la possibilité de le faire, même si on ne veut pas le faire, ça a été un vrai curseur dans justement cette acceptation déjà de la société vis-à-vis des gays, mais aussi des gays vis-à-vis d'eux-mêmes. Tout à fait. Et en termes de légitimité. Ouais, tout simplement. Et de reconnaissance par la société. En effet, ça les couples qui font la démarche, si c'est d'aller se marier, ils vont faire la démarche d'aller en mairie. Il y a un regard de la société, de la République, qui accueille ce couple et traite de manière égale. Ouais. C'est une réparation d'injustice pour moi. Moi, je le dis, c'est ce que je pense. Ouais. Je pense que c'est une réparation d'injustice. Et ça, c'est vrai que pour la construction, ou du moins pour le vécu d'un couple, ça a une grande importance. Et moi, ce que je trouve marrant, c'est de voir, en fonction des générations, on pourrait dire par décennie, c'est là où on voit l'impact de la loi. On parlait du rapport, où il y a une meilleure acceptation. La loi a eu un impact positif chez les jeunes. On voit que chez les jeunes, c'est normal, ça fait partie de leur logiciel. Si on voit une population gay, on leur pose la question alors qu'ils ont, je sais pas, 50, 60 ans, ils n'ont pas du tout la même trajectoire et la même construction. Ah non. Et ça, on l'entend aussi dans le vocabulaire. Parce que tout à l'heure, on utilise les termes gay, HSH et parfois homosexuel. Et ce vocabulaire de la honte, moi je l'entends tout de même assez présent chez une génération plus âgée, où il ne faut pas le dire, il ne faut pas que ça se sache. Ou même dans le vocabulaire, quand la personne se présente en consultation, il y a des codes, il y a des mots de code pour ne pas dire qu'il y a telle orientation. D'accord. Ah ouais. Et c'est quel mot qu'on va utiliser par exemple ? Le classique, c'est mon ami. D'accord. Ouais. Mon ami, ou alors c'est du on. Ou dans la construction, quand on aborde le sujet de la construction de l'acceptation, parce que c'était ça le sujet, on le sent très, très, très présent. Chez les jeunes, on va dire la vingtaine, c'est pas aussi présent, c'est-à-dire ce poids de la société, du regard. Et je pense aussi à la question du regard par la famille. Ça c'est quelque chose qui a probablement évolué. En bien, et ça c'est une bonne chose. En bien. C'est ce que je propose, docteur, c'est qu'on a dépassé, on essaie de tenir 45-50 minutes sur une partie. Vous êtes très curieux. Oui, bah oui. J'ai bloqué ma journée. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur la cloche, à liker la vidéo. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une deuxième partie où on va parler d'hétéronormativité. Oula, j'ai toute une liste. Vous verrez ça. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.